Du 20 au 28 juin 1955, en Allemagne de l'Ouest, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg et en France, 335 armes nucléaires sont utilisées et font 1,7 million de morts et 3,5 millions de blessés. Bonjour à tous et bienvenue dans Chronique Post-Apocalyptique. Lorsque vous allez entendre ceci, vous allez probablement soit vous dire que je me suis mis à vous raconter des carabistouilles, soit que je fais dans le sensationnel en vous disant des calembredaines et qu'il me resterait plus qu'à renommer la chaîne, la faisant passer de Chronique Post-Apocalyptique à Chronique d'un alpaga déprimé. Vous pourrez également vous dire que vous êtes passé dans une boucle temporelle ou que vous avez atterri bien malgré vous dans un univers parallèle, ce qui explique que vous êtes passé à côté de l'information. Soit tout ça, soit vous n'avez vraiment rien suivi des cours d'histoire à l'école et auquel cas, vous vous rattrapez maintenant. Mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Soyez rassurés, vous n'avez pas voyagé d'un monde à l'autre et vous n'avez pas raté cette partie lors de vos cours. Soyez rassurés également, je ne raconte aucunement de mensonges. Ce n'est pas le genre de la maison. Alors, qu'est-ce que c'est finalement que cette histoire de guerre nucléaire? Eh bien, ni plus ni moins qu'un exercice. Un jeu, dirons-nous. Une expérience qui a réellement fait prendre conscience à pas mal de dirigeants que de balancer tout leur arsenal nucléaire sur la mouille de leur ennemi était un poil exagéré. Avant de rentrer dans le vif du sujet, pour les plus jeunes d'entre vous, mais aussi pour les plus vieux qui ont chopé un Alzheimer précoce, faisons un point et mettons un peu de contexte dans cette histoire qui s'est déroulée il y a tout de même quasiment près de 70 ans. En 1955, il y a plein de trucs qui se sont passés. La naissance de Nicolas Sarkozy, qui sera président de la République de 2007 à 2012, celle du pilote automobile français Alain Prost, qui totalisera 51 victoires en Formule 1, celle du footballeur Michel Platini, celle de Steve Jobs ou de Bill Gates, mais aussi celle de Nicolas Hulot. 1955 a été aussi de la mort du physicien Albert Einstein. Bref, tout ça c'est bien beau, mais on s'en bat quelque peu les noyaux à grands coups de pelle à tarte. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, couilles. Nous sommes une dizaine d'années après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis possèdent la bombe nucléaire, ils ont clairement montré qu'ils savaient s'en servir et ils ont un boulard de la taille d'une montgolfière. 1955 est en quelque sorte l'année de la fin de la première période de la formation de la guerre froide. Je dis en quelque sorte pour la simple et bonne raison que tout s'est fait de manière naturelle, pas brutalement. Durant cette période, à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1955, deux blocs se constituent dans le monde, à savoir l'Ouest et l'Est, dominés respectivement par les États-Unis et l'Union soviétique, autour desquels la majeure partie des pays se sont regroupés. L'Allemagne est divisée en deux États, la RFA et la RDA, ce qui contribue à tracer durablement les frontières entre les deux blocs en Europe. C'est ce qu'on appelle le rideau de fer, dont le symbole le plus célèbre entre guillemets est la construction du mur de Berlin le 13 août 1961, qui sera détruit le 9 novembre 1989. À la mort de Staline, le 5 mars 1953, s'ensuit une période d'instabilité du pouvoir à la tête de l'Union soviétique. Cette période est aussi celle de la plus grande supériorité stratégique nucléaire des États-Unis. Comme je l'ai dit dans l'introduction, des armes nucléaires ont bien été utilisées en Europe. Et comme je l'ai dit également, elles ont été utilisées dans le cadre d'un exercice qui a été organisé par l'OTAN. Cet organisme, on en a entendu pas mal parler ces derniers temps, notamment avec le conflit en Ukraine. Mais au final, c'est quoi? L'OTAN, pour Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, ou en anglais NATO pour North Atlantic Treaty Organization, est une organisation politico-militaire qui réunit plusieurs pays afin de pouvoir être plus forts et d'avoir une meilleure défense tous ensemble. Le 4 avril 1949 est créé le premier conseil de l'Atlantique Nord qui met en place une alliance militaire défensive contre toute attaque armée contre l'un de ses membres. À cette époque, on ne parle pas encore de forces armées, mais avec le déclenchement de la guerre de Corée, tout s'accélère et fin 1950, une organisation militaire intégrée permanente est créée. Cette alliance a vu le jour dans le contexte général des débuts de la guerre froide et elle est clairement orientée contre les Russes. Logique, vu que dans les faits, ce sont les États-Unis qui contrôlent le bousin, l'Europe ayant bien morflé pendant la guerre. D'ailleurs, les responsables ne s'en sont jamais cachés. Le premier secrétaire général, Lord Ismay, disait à ce sujet, je cite, « Le rôle de l'OTAN consiste à garder les Russes à l'extérieur, les Américains à l'intérieur et les Allemands sous tutelle. » De sa création jusqu'en 1991, date de l'effondrement de l'URSS, l'adversaire désigné de l'OTAN est donc l'Union soviétique qui, elle, forme de son côté le pacte de Varsovie en 1955 à la suite de l'adhésion de la RFA à l'OTAN et à son réarmement. L'OTAN s'organise pour faire face à la menace que pourrait être le pacte de Varsovie et réfléchit à des concepts stratégiques, notamment avec un usage des armes nucléaires qui serait employé
déployée et coordonnée entre tous ses membres. Depuis la dissolution de l'URSS et la fin de la guerre froide en 1991, l'OTAN a perduré malgré la disparition de sa principale raison d'être initiale. Encore mieux, l'organisation s'est considérablement agrandie, mais ceci est une toute autre histoire. Sachez simplement que quand je vous dis que le conflit en Ukraine est bien plus compliqué qu'il n'y paraît, eh bien tout ceci en fait partie. Encore une fois, tout n'est pas tout noir ou tout blanc, il n'y a pas d'un côté le méchant Poutine et de l'autre le gentil Zelensky ou l'inverse d'ailleurs. Tout découle d'un immense merdier qui n'a pas débuté hier, loin de là. Bref, après que les États-Unis ont largué des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki en 1945, le monde a largement compris que les armes nucléaires possédaient un pouvoir destructeur sans précédent. Cela étant, c'est bien beau de montrer qu'on sait faire des victimes par paquet de 10 000, il n'en reste pas moins qu'utiliser ces armes plus tard comme armes conventionnelles était un fait relativement obscur à l'époque. Et quoi de mieux pour tenter de comprendre comment on va pouvoir utiliser de nouveaux jouets que de s'entraîner à le faire, de manière purement théorique, bien entendu. En 1954, l'OTAN approuve officiellement l'utilisation d'armes nucléaires tactiques pour sa défense, mais problème, les alliés américains de l'OTAN manquent à la fois d'armes nucléaires propres et ne bitent pas grand-chose sur leur capacité et leurs effets. En d'autres termes, ils n'ont aucune idée de ce à quoi peut ressembler une guerre nucléaire. Si l'Alliance envisage l'utilisation d'armes nucléaires tactiques, elle doit mener des exercices simulant leur utilisation afin de comprendre les effets et les forces et faiblesses de l'OTAN sur un champ de bataille atomique. Il faut savoir qu'un autre exercice de ce genre a déjà eu lieu. Cela étant, les responsables ont été bien plus timides puisqu'ils ont utilisé, toujours en théorie, seulement 10 bombes atomiques contre, on s'en serait douté, une division fictive de chars soviétiques. L'exercice qui nous intéresse est un cran au-dessus, plusieurs crans même. Au cours de la dernière semaine de juin 1955, environ 3000 avions de l'OTAN du Canada, du Danemark, de Grèce, de France, de Norvège, du Royaume-Uni et des États-Unis prennent part au plus grand exercice allié organisé depuis la Seconde Guerre mondiale. Baptisé carte blanche, l'exercice se déroule en Allemagne de l'Ouest et comprend l'utilisation simulée d'armes nucléaires tactiques contre des aérodromes et des concentrations de troupes. Les Russes, comme par hasard, parce que comme par hasard, sont le méchant de l'exercice. Alors je dis par hasard, mais en fait pas vraiment. Que ce soit du côté de l'Est ou de l'Ouest, il ne fait aucun doute qu'une guerre peut éclater à tout moment. Du coup, on ne voit pas vraiment l'intérêt de choisir comme ennemi virtuel un pays ou une puissance qui soit n'est pas vindicatif, soit n'a pas les moyens financiers ou militaires de titiller le monstre que sont les États-Unis à ce moment-là. Comme on a pu le voir, l'OTAN c'est une organisation qui réunit plusieurs pays, mais pas que sur le papier. De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'en 1967, il y avait en Europe et notamment en France plusieurs bases militaires utilisées par les alliés occidentaux de l'OTAN. Regroupées essentiellement vers l'Allemagne et le long de la frontière russe, elles constituent en quelque sorte la force armée de l'organisation. Lors de l'exercice carte blanche en 1955, il a été décidé de faire combattre entre elles plusieurs formations militaires de l'OTAN, à savoir la 2e force aérienne tactique alliée, la 2e ATAF, qui se situe a priori à Wildenrath, et qui sera l'agresseur soviétique, et la 4e force aérienne tactique alliée, la 4e ATAF, qui, elle, se situe plus au sud à Trèves et qui sera la victime. Pardon, le défenseur. Le scénario qui a été choisi est le suivant. La guerre a été déclarée après la détérioration des relations entre les deux parties, suivie par un certain nombre de violations de frontières par la 2e ATAF. Plusieurs jours auparavant, ces violations sont devenues si nombreuses et flagrantes que le 4e ATAF s'est déclaré en état d'alerte et s'est retiré de ses bases habituelles. Le 4e ATAF a détecté et intercepté la tentative ennemie d'attaque massive et a immédiatement demandé et obtenu rapidement le pouvoir de riposter. Alors oui, c'est un peu excessif. En temps normal, on aurait essayé de régler le problème à grand renfort de diplomatie, surtout au vu de la proximité des cibles. Mais le but était qu'il y ait la guerre. Donc, on oublie tout, on sort les jouets et on se met joyeusement sur la gueule pendant une semaine. Pas moins de 11 pays ont participé à l'exercice, effectuant avec plus de 3000 avions, plus de 12 000 sorties aériennes et déployant plus de 300 armes nucléaires, heureusement fictives. Étalé sur 6 jours à l'été 1955, l'exercice est principalement une guerre aérienne. Les organisateurs ont réparti les avions entre les camps, donnant aux prétendus soviétiques un peu plus d'avions parce que, bon, vous comprenez, les Russes sont tellement mauvais qu'ils ne pourraient pas mettre la pilule aux Américains autrement. L'idée générale, c'est tout bonnement de faire des tours en avion et de simuler des bombardements ici et là. Les arbitres de l'exercice, qui ont modéré le rythme du conflit, indiquant aux habitants de la base aérienne quand ils avaient été touchés par une bombe nucléaire, la distance à laquelle elle avait atterri et les dégâts qu'elle avait causés. Comme on peut s'en douter, les rapports de l'exercice
et le ressenti général peu après l'événement ont été plus que satisfaisants. Il faut croire qu'en 1955, on se contentait de pas grand chose. Petit avertissement concernant tout ce que je vous raconte, les villes et les chiffres que je vous donne sont à prendre au conditionnel. Si vous prenez par exemple le nombre des avions qui ont été engagés, cela varie de 2500 à 3000 selon les sources, et il en est de même pour le nom des villes ou encore le nombre des hypothétiques victimes, bombes atomiques et morts. Il faut savoir que l'exercice s'est déroulé dans les années 50 et malgré des heures de recherche, je ne suis pas parvenu à trouver grand chose au final. J'ai dû faire avec ce que j'avais. Selon les informations divulguées donc, des cibles en Allemagne de l'Ouest ont pris bien cher avec 268 des 335 armes nucléaires explosant à l'intérieur du pays. Des responsables de l'exercice ont calculé qu'en tout, ce conflit a fait 1,7 million de morts et 3,5 millions de blessés dans les premiers jours de l'invasion soviétique. Oui, c'est ainsi que c'était écrit dans le rapport officiel. Autre information, les armes nucléaires utilisées ont sensiblement la même puissance que celles utilisées au-dessus du Japon à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Résumons un peu le truc à ce stade de la vidéo. Nous sommes en 1955, l'exercice a duré une semaine, plus de 3000 avions ont été utilisés, il y a eu plus de 12 000 sorties aériennes et 335 armes nucléaires d'une puissance équivalente à celle d'Hiroshima et Nagasaki ont été larguées, occasionnant 1,7 million de morts et 3,5 millions de blessés. C'est moi ou c'est un poil exagéré? Qu'on soit bien d'accord, je ne remets pas en cause les chiffres, loin de là, simplement je m'interroge. Quand on voit la distance qui sépare les deux bases, est-ce que c'est réellement judicieux d'envisager une guerre nucléaire? Autre point qui m'a quelque peu chiffonné, les gars ont balancé plus de 300 bombes atomiques sur tout le secteur. Plus de 300. Et je rappelle, à toute fin utile, que les calculs pour l'exercice se sont basés sur des modèles équivalents à celles qui sont tombées sur le Japon. Alors, concrètement, les mecs sont à l'ouest et n'ont rien compris à ce qu'ils faisaient? Eh bien, oui et non. Dans un article de presse de l'époque, j'ai pu lire, je cite, « Le 4e ATAF a subi des attaques atomiques sur 22 de ses aérodromes, mais était encore pleinement capable de riposte effective. » 70 ans plus tard, on peut sérieusement douter sur le fait que les aérodromes en question puissent encore être en état après s'être pris autant de bombes. Ce qui est drôle, c'est que déjà à l'époque, les journalistes ne savaient pas ce qu'ils disaient. Comme quoi, du côté des personnes impliquées dans l'exercice et de la population en général, on n'a pas du tout le même son de cloche. Le commodore de l'air britannique Peter Wykeham Barnes, chef d'état-major des forces aériennes alliées en Europe, a dit, je cite, « Dans une guerre atomique totale, il n'y aurait ni gagnant ni perdant et il ne resterait plus grand-chose à évaluer. Tout conflit similaire serait court et horrible. » Le public, peu après la fin de l'exercice, a été naturellement effrayé et indigné, et cela peut se comprendre. Les sondages d'ailleurs ont montré une augmentation de l'opposition nationale aux armes nucléaires. Mais bon, leur avis, on s'en fout un peu. Carte blanche est devenue en 1955 une démonstration que la puissance des armes nucléaires encourage leur utilisation et que si vraiment rien n'existe à côté, rien de moins radical, alors autant passer à la dévastation totale. Au final, après carte blanche et malgré des chiffres qui, disons-le clairement, sont clairement abusés et font froid dans le dos, l'OTAN n'est pas revenue sur le fait qu'elle devait être dotée d'armes nucléaires. Bien au contraire. L'arme nucléaire a été utilisée de façon opérationnelle uniquement par les États-Unis lors des bombardements des villes japonaises de Hiroshima et de Nagasaki durant la Seconde Guerre mondiale, entraînant entre 100 000 et 220 000 morts. En raison de ses capacités de destruction sans commune mesure avec celles des armes conventionnelles, l'arme nucléaire devient, dès la fin des années qui suivent son emploi contre le Japon, une arme de dissuasion visant à décourager toute attaque contre les intérêts vitaux d'une nation par crainte pour l'agresseur de subir en retour des destructions massives qui excéderaient de loin les avantages escomptés. Les États-Unis en 1945, l'URSS en 1949, le Royaume-Uni en 1952, ces trois pays n'ont pas attendu un exercice pour avoir l'idée de requérir à des armes terrifiantes, et avec la France en 1960, la Chine en 64, l'Inde en 74, le Pakistan en 98 et enfin la Corée du Nord en 2009, ce sont autant de pays qui, eux aussi, se sont dotés de ces armes toujours plus puissantes et meurtrières. Différentes stratégies de dissuasion nucléaire ont été élaborées pendant la guerre froide, au cours de laquelle jusqu'à 70 000 têtes nucléaires ont été accumulées par les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine, le Royaume-Uni et la France. Pourquoi autant? On ne le saura jamais. Probablement pour s'assurer d'avoir la plus grosse en cas de concours de braguettes. Heureusement, depuis la fin de la guerre froide, les stocks d'armes nucléaires ont été largement réduits, jusqu'à environ 14 000 têtes nucléaires fin 2017. En revanche, malgré le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires de 1968, l'Inde, le Pakistan, Israël et la Corée du Nord ont développé l'arme nucléaire, portant
portant à 9 le nombre d'États la possédant. Ce que l'opération carte blanche a montré au final, plus que le fait que des pays pouvaient tranquillement balancer plus de 300 bombes sur une superficie réduite, et qu'un conflit atomique ne profiterait à personne et ferait des millions de morts et encore plus de blessés. Néanmoins, malgré les horreurs du Japon qui étaient encore présentes dans les esprits à cette époque, les dirigeants envisageaient tout de même de passer à l'action. Il faut savoir qu'à la suite de l'exercice, les autorités étaient réellement fiers des résultats. Heureusement, et au fil des différents problèmes dans le monde, ces derniers ont fait preuve de jugeote, et d'ailleurs, l'histoire nous l'a montré. Aujourd'hui, les bombes sont beaucoup plus puissantes, et si on devait refaire l'exercice de nos jours, il y a fort à parier que les dirigeants feraient la même chose que leurs ancêtres. Peut-être étendraient-ils la superficie du terrain du jeu, mais les finalités seraient les mêmes. Il n'y aurait aucun gagnant, aucun perdant, juste une poignée de dirigeants qui pourraient s'enorgueillir d'être le plus puissant du monde, responsable de millions et de millions de morts. Et c'est peut-être ça finalement qui fait qu'on ne connaîtra jamais de guerre atomique. Qui peut réellement se dire qu'il est responsable d'autant d'atrocités et vivre comme si de rien n'était? Personne. Tout du moins, je l'espère. Et jusqu'à présent, jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'au jour où on tombera sur des malades qui n'en auront strictement plus rien à faire ou qui n'auront plus rien à perdre. Cette vidéo se termine. Faites-vous plaisir dans l'espace commentaire, c'est là pour ça et YouTube aime bien. Que pensez-vous de cet exercice? Pensez-vous que ça a fait changer d'avis les autorités sur l'usage de bombes atomiques dans un conflit? Comme d'habitude, si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont disponibles dans la description. On se retrouve dès le mois prochain pour une nouvelle chronique et d'ici là, comme d'habitude, n'oubliez pas, de l'ordre naquit le chaos. Du chaos jaillit la renaissance. Ciao!